Bonjour à tous. Est-ce que le son fonctionne pour tout le monde? Dites-nous si tout fonctionne et puis on va débuter ce webinaire. Alors, est-ce que vous avez du son? Normalement, ça doit marcher. Oui, on nous dit que ça fonctionne. Bon, bah parfait. Alors, on va pouvoir débuter ce webinaire sur la protection de l'innovation, de sa conception jusqu'au dépôt d'un éventuel brevet. Alors, je suis Pauline Puel, je suis responsable juridique de l'Agence pour la protection des programmes et je vais vous présenter ce webinaire avec mon invité qui est Maître Cyril Fabre, qui est avocat et donc avec qui on va aujourd'hui évoquer cette question. Alors, nous allons plus particulièrement évoquer aujourd'hui l'importance de tout ce qui est nouveauté et secret en ce qui concerne la protection de l'innovation. Donc, on va y revenir très largement. On va voir pourquoi ces deux conditions sont vraiment fondamentales lorsqu'il s'agit de protéger une innovation et comment faire donc, pour conserver cette nouveauté et ce secret. On va voir également quelles sont les différentes stratégies de protection qui peuvent être mises en place lorsque vous souhaitez protéger une innovation dans cette période-là. Et nous verrons enfin, pour terminer, quels sont les fondements juridiques que l'on peut invoquer lorsque son innovation est divulguée avant le dépôt d'un brevet, par exemple. Avant de commencer cette petite interview en tant que telle, quelques petits mots sur l'APP. Pour ceux qui ne connaîtraient pas notre organisme, donc l'Agence pour la protection des programmes, c'est un organisme qui est spécialisé dans la protection des créations numériques et des actifs immatériels au sens large. On propose un certain nombre de services et de prestations à nos adhérents pour les assister dans ces démarches, dont notamment le dépôt probatoire dont on va un petit peu reparler tout à l'heure. Et je suis accompagnée aujourd'hui, comme je le disais, de Maître Fabre, que je remercie pour sa présence. Donc Maître Fabre fait partie du cabinet IDES Avocat. Il en est associé, donc le cabinet IDES Avocat, vous avez une petite présentation à l'écran, c'est un cabinet qui est présent sur plusieurs barreaux en France, également à l'international et qui regroupe aujourd'hui plus d'une quarantaine d'avocats. Et Maître Fabre intervient principalement en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, tant en conseil qu'en contentieux, et il va aujourd'hui nous faire part de son expertise dans ces domaines. Donc, je vous propose de vous laisser la parole, Maître Fabre, pour nous refaire un petit état des lieux des différentes protections juridiques qui existent lorsqu'il s'agit de protéger une innovation. Voilà, avant de répondre à quelques questions plus précises, on va refaire une petite synthèse pour nous rafraîchir la mémoire à tous. Donc, je vous laisse la parole. Merci, Pauline. Le but du jeu, c'est de faire un tour d'horizon, effectivement, des régimes juridiques qui sont applicables, puisque l'innovation, si on la prend dans son résultat, on fait un bilan, finalement, presque de compétences, d'éligibilité à la protection. Mais on le verra dans l'exposé tout à l'heure, il y a une nécessité de les prendre par avance en considération dans la perspective d'une éventuelle protection. Donc, ces concepts, je tenais absolument à ce qu'on les rappelle. Dans le public, il y a un certain nombre de juristes pour lesquels ça parlera. Pour d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Néanmoins, compte tenu du format, on va être obligé de les passer très rapidement. Quand on a une innovation au sens large du terme, que ce soit une innovation purement digitale ou au contraire une formule mathématique, qu'elle soit algorithmique ou encore une formule chimique, on doit se poser la question en tant que juriste de ce résultat, de comment on peut éventuellement en obtenir la protection. Vous allez voir que dans le socle et le champ des possibles, il est assez varié avec, il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'un seul et même objet peut très bien recevoir, soit partiellement, soit en totalité, plusieurs modes de protection cumulatifs. On ne raisonne pas dans l'absolu en disant ça n'est que du droit d'auteur, ça n'est que du brevet, ça n'est que du secret des affaires. Ça peut être un mix de ces différents régimes juridiques. Le premier, c'est le droit d'auteur. On est ici à l'APP, il fallait bien commencer par ça, le logiciel étant principalement protégé par du droit d'auteur. La notion d'œuvre de l'esprit qu'on trouve dans le Code de la propriété intellectuelle permet donc d'appréhender toutes sortes d'œuvres. Il y a celles que l'on connaît classiquement des beaux-arts, également les créations digitales, mais on peut aussi y trouver prise, y compris dans des sujets extrêmement scientifiques. Dans une certaine mesure, on peut considérer qu'une notice
peut avoir une protection par le droit d'auteur. Les conditions de protection, il n'y en a qu'une, c'est l'originalité, et évidemment l'existence, la consistance de cette chose. Il n'y a pas d'obligation en tant que telle de dépôt, hein, c'est contrairement à la propriété industrielle. En revanche, elle est très vivement recommandée, et vous verrez dans un cadre d'innovation, elle est encore plus vivement recommandée. Le critère classique d'originalité est souvent assez difficilement perceptible par les juristes, par les non-juristes, pardon. On a tendance très souvent à basculer sur des notions d'innovation, de nouveauté, ce qui est un concept juridique totalement différent. Dit autrement, on peut très bien avoir une œuvre de l'esprit qui, dans son expression, va être protégée, et en créant autour de la même thématique, un autre auteur avoir également une protection. L'exemple classique à la fac de droit, on vous dit une œuvre littéraire, vous pouvez avoir un sujet commun et plusieurs façons de l'écrire. Donc ça, c'est le premier bloc qui, en l'état du droit, on l'obtient quasiment sans rien faire, outre les protections par dépôt, qui ne sont non obligatoires. Ensuite, le brevet, c'est évidemment la protection reine en matière d'innovation, c'est celle qu'on cherche à obtenir la plupart du temps, qui peut être, par exemple, un brevet de procédé, si je reste dans un environnement très technologique, dont les conditions sont beaucoup plus strictes et l'obtention ne se fait que par dépôt. Vous avez donc 3 conditions cumulatives. Il faut que ce soit nouveau, au sens de, il ne faut pas que ce soit présent dans l'état de l'art, hein, que ce soit une véritable innovation, c'est alors là le sens nouveau au sens commun du terme. Il faut qu'il y ait une réelle activité inventive, que ce ne soit pas une découverte dans la nature, par exemple. Et derrière, il faut qu'il y ait une application industrielle, qui est souvent la condition la plus facile à recueillir. Là, contrairement au droit d'auteur, on est en protection par dépôt impératif, avec une application territoriale, c'est-à-dire un dépôt par pays, ce qui n'est pas le cas du droit d'auteur, où on est naturellement protégé dans le monde entier. Ensuite, vous avez le secret des affaires, qui est assez proche. Alors, dans le titre, on aurait pu le compléter du savoir-faire, qui est quasi pareil, pour lequel on a des conditions cumulatives qui sont assez simples. Il faut d'abord que c'est une valeur économique, qu'elle soit même potentielle, hein. Il faut ensuite qu'elle soit conservée secrète, et c'est ce qui participe de manière connexe du brevet, de la notion de nouveauté, c'est-à-dire je ne l'ai pas divulgué dans la nature auprès des tiers, ou en tout cas pas de manière non encadrée sur le plan contractuel. Et ensuite, dernière condition posée par la loi, il faut qu'il y ait des protections raisonnables qui soient mises en œuvre. Alors, ce sont des protections organisationnelles. J'évite que mon secret d'affaires puisse être éventé dans l'entreprise. Et également à l'égard des tiers, donc particulièrement les clients et les fournisseurs. Là, on n'a pas de durée de protection particulière. On a simplement la prescription commerciale de droit commun qui s'applique. Toujours dans la même idée du champ des possibles, on passe à la slide d'après, sont des droits qui sont indirects, on va dire, de la protection. On a les dessins et modèles, on va protéger une innovation esthétique, y compris sur le plan digital, on l'a rajouté dans le tableau, des écrans, par exemple, les interfaces homme-machine peuvent, dans une certaine mesure, recevoir une protection par le dessin et modèle. On a aussi 2 critères, la nouveauté, très proche de celle du brevet, et ce n'est pas exactement celle-ci inscrite dans le code, et la notion de caractère propre, c'est-à-dire individualisable, ce qui est assez proche de la notion d'originalité. Ce qui fait que d'ailleurs, notamment en contentieux, on peut très bien actionner sur le terrain des dessins et modèles, et si pour une raison X ou Y, il n'est pas retenu, éventuellement d'aller sur le terrain du droit d'auteur. Ensuite, le droit des marques est très pratique, puisque la simple reproduction de la marque, c'est un acte de contrefaçon. Si je reste dans l'environnement digital, c'est une façon de lutter de manière indirecte contre la contrefaçon, la copie servile de logiciels. Là, on n'a pas de condition de nouveauté, on a une notion de distinctivité, c'est-à-dire qu'en soi-même, par rapport aux produits et services que ça vise, est considéré comme une marque, hein, comme ce qu'on appelle une indication d'origine. Il ne faut pas qu'il y ait de caractère descriptif, je le fais par défaut, avec un champ de protection qui est intéressant, puisqu'il est de 10 ans, renouvelable ad vitam aeternam, il suffit perpétuellement de renouveler sa marque pour être protégé. Et ensuite, on a la voiture balai, qui est la concurrence déloyale. C'est lorsque on a soit cumulativement avec les droits qui ont été indiqués au-dessus, exemple une politique tarifaire extrêmement agressive de quelqu'un qui faut recopier votre brevet, c'est un grief supplémentaire de concurrence déloyale, ou dans les cas où l'innovation, elle viendrait à ne pas être protégée en tant que telle par un brevet, un droit d'auteur, une marque, etc., etc. Pour autant, sous certaines conditions, elle peut être considérée comme protégeable au titre de la concurrence déloyale ou les agissements parasitaires qui sont assez proches. Voilà. Donc raisonnons sur le fait que lorsqu'on se lance dans la conception d'une innovation, on ne sait pas dans quelle catégorie on va rentrer. Est-ce que, par exemple, elle sera suffisamment
nouvelle par rapport à l'état de l'art pour être protégeable, ou si par exemple une partie n'est pas suffisamment innovante et elle pourrait être éventuellement couverte par du droit d'auteur, mais ça, on ne le sait qu'une fois que l'innovation est réalisée. En attendant, ce qui est important, c'est de prendre un certain nombre de mesures conservatoires des futurs potentiels droits de propriété intellectuelle que l'on pourrait avoir. Alors, je vais vous poser la première question, celle que vous voyez à l'écran. Je précise juste que vous avez une zone de chat à l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans cette zone de chat. On y répondra à la fin. Je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée, mais on prendra un temps à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Donc, première question, sur ce critère de nouveauté et de secret dont on parlait, une innovation pour bénéficier d'une protection doit être donc nouvelle, en ce qui concerne en tout cas le brevet. Quand on parle nouveauté, pourquoi est-ce que c'est si important pour une innovation d'être nouvelle? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, la nouveauté, on la retrouve, et le caractère secret qui est son corollaire, on le retrouve comme socle de la protection du brevet. D'ailleurs, il y a souvent des brevets qui sont annulés de ce fait, et c'est un des arguments qu'on emploie en défense quand on est dans une action en contrefaçon de brevet. Elle est aussi le corollaire, ça a été dit tout à l'heure, sur le secret des affaires. Le secret des affaires, une des conditions, c'est qu'effectivement, ce soit conservé secret. Elle est également aussi, dans une certaine manière, le corollaire de la protection des autres droits de propriété intellectuelle. Je mets une petite parenthèse pour le droit des marques, où là, la divulgation fait qu'elle peut être éventuellement appropriée par quelqu'un, et une marque, c'est vraiment, avant d'être déposée, ça n'est valide qu'à partir du moment où il y a une réelle exploitation commerciale. Au stade de l'innovation, c'est rarement, enfin jamais ou très rarement le cas. Donc, conserver cette confidentialité, ce secret, c'est la capacité future à obtenir une protection en socle de base sur le secret des affaires et éventuellement sur le terrain des brevets si les autres conditions de recevabilité qu'on a vues tout à l'heure, notamment l'état de l'art, c'est pour ça que c'est dans la slide, sont présentes. Dit autrement, l'innovation présente un caractère brevetable au sens du Code de la propriété intellectuelle, n'a pas été divulguée, donc présente encore ce caractère de nouveauté et n'a pas d'équivalent dans l'état de l'art permettant d'obtenir la protection. Il y a le cas très particulier du droit de possession personnelle antérieure. C'est un dispositif juridique qui a été intégré, donc on trouve dans les conventions internationales et répercuté dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour le cas, alors il y a l'exemple très connu du téléphone, où vous avez plusieurs inventeurs qui vont travailler sur une innovation, et dans la mesure où il y a une prime au premier qui va faire le dépôt, autant celui qui a travaillé sur la même thématique de recherche peut être potentiellement contrefacteur, puisqu'il s'est fait doubler par quelqu'un qui a fait un dépôt. À partir du moment où il est en capacité de démontrer que l'innovation, il avait déjà travaillé dessus, il est bénéficiaire d'un droit de possession personnelle antérieure, c'est ça le terme précis, qui lui permet néanmoins de pouvoir exploiter sa propre innovation. Donc c'est une exception très particulière aux prérogatives d'un titulaire de droit de brevet, à la condition d'être en capacité de pouvoir le démontrer, ce qui est souvent assez délicat, on le verra un peu plus tard, Pauline. Et on n'est plus en mesure de faire un dépôt de brevet, mais uniquement d'exploiter, c'est ça dans ce cas-là? Absolument, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on perd le droit, de fait, la nouveauté est détruite puisqu'il y a un brevet qui est déposé, donc qui marque l'état de l'art, et à partir du moment où néanmoins on est en capacité de démontrer qu'on a travaillé sur cette innovation, on est en droit de l'utiliser à titre personnel. Je passe à la question. Passons effectivement Voilà. à des questions. Question numéro 2. Comment conserver le secret et protéger une innovation lorsque son développement n'est pas terminé, n'est pas finalisé? Là, faites-nous part de votre expérience et expliquez-nous quelles actions concrètes peut-on mettre en place. Alors, ça rejoint l'observation première sur les régimes juridiques. Lorsqu'on est dans la conception, la réalisation, avant commercialisation, on ne sait absolument pas, la plupart du temps, quels seront les potentiels droits dont on pourra bénéficier une fois que l'innovation sera terminée. Donc, ce qui est très important, ça a été dit juste avant, c'est conserver le secret. Conserver le secret, c'est l'importance des accords de confidentialité à mettre en œuvre. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on ne travaille pas tout seul dans son laboratoire, on est obligé de faire appel des fournisseurs, potentiellement sur des tests, là, sur des produits industriels, on est obligé de faire de la sous-traitance, et puis le but aussi, on a des salariés et il peut y avoir de potentiels clients. Toute cette relation qui sont autant de risques de divulgation, c'est-à-dire de fuite de l'innovation, elles peuvent être effectuées à la seule condition d'avoir des accords de confidentialité avec les personnes auxquelles on donne accès à cette innovation. Là, j'insiste lourdement, parce qu'il est dans les usages sur le marché,
d'utiliser des accords de confidentialité type ou des NDA qu'on trouve à foison sur Internet, les gens pensant que ces documents en tant que tels sont suffisants. L'immense difficulté que l'on a, c'est qu'ils ont un caractère extrêmement générique. La descriptive de la notion d'innovation et d'information confidentielle n'est pas du tout assez mal décrite et que dès lors, elle a un problème d'applicabilité derrière devant les tribunaux. Vous avez même de la jurisprudence qui a considéré que faute d'objet, en fait, la convention, elle était nulle. Parce qu'en fait, elle n'avait pas trouvé à s'appliquer. Elle a été rédigée de telle manière que globalement, ça couvre toute information, et toute information n'est non pas par essence confidentielle. Donc, les accords de confidentialité, c'est un vrai travail ciselé sur lequel il faut avoir une attention particulière. Donc, fournisseurs, clients, mais également les salariés qui doivent avoir une clause de confidentialité. J'ai vu passer une question sur la rémunération des inventions. Il y a une partie qui est gérée par le Code de la propriété intellectuelle, donc qui est par défaut, on va dire, mais les aspects de confidentialité, on ne les trouve pas toujours dans les conventions collectives. Elle existe par exemple dans la convention collective Syntec, mais elle n'est pas dans beaucoup d'autres conventions, et elle est de toute façon insuffisante. Donc elle doit être largement renforcée avec, une fois encore, des obligations opérationnelles, des mots de passe, des sécurisations sur un serveur dédié, etc., etc. Donc ça, très important. L'autre aspect en matière de recherche à l'utilisation de cahiers de laboratoire, il y a des formats standards qui existent où en fait on retranscrit l'évolution de la recherche. C'est un bon exercice, il est vivement recommandé. En revanche, il a un défaut sur le plan juridique, c'est qu'au mieux, c'est une preuve, c'est un commencement de preuve. C'est-à-dire, dans la mesure où c'est un document qu'on autoproduit, juridiquement, ça n'a pas la même valeur qu'une preuve en tant que telle. D'où l'intérêt, alors pas l'absolue nécessité, mais l'intérêt manifeste du dépôt probatoire, c'est-à-dire d'être en capacité d'avoir à date le contenu précis de l'innovation et de lui donner date certaine, en particulier quant à son contenu. Et là où le retour pratique que l'on peut donner, c'est qu'on a très souvent tendance à écrire pour soi, en fait, le descriptif de l'innovation, alors qu'en réalité, il ne faut pas écrire pour soi, il faut écrire pour un juge, il faut écrire pour un tiers, c'est-à-dire en étant extrêmement pédagogue, sans faire de raccourcis, pour que quelqu'un qui est à peu près un homme de l'art puisse comprendre en fait le procédé, en tout cas la construction de l'innovation. Ça, c'est fondamental. Et une fois encore, le probatoire, c'est pas une fois à la fin, c'est régulièrement pour justement montrer l'évolution et avoir une capacité d'opposition à des tiers. Si on prend le droit de possession antérieure, ça y participe très largement. Si on prend le secret des affaires, ça y participe aussi très largement. Donc c'est vraiment important. Mais c'est je dirais un processus interne qui doit être regardé d'assez près, décidé et suivi. Parlons maintenant de la stratégie de protection. On a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs modes de protection possibles. Lequel ou lesquels choisir en fonction de... Enfin, vous allez nous en dire plus, en fonction d'un certain nombre de critères. Voilà, quel mode de protection choisir? Alors, la question, elle est assez vaste et elle rejoint, une fois encore, l'observation préliminaire. C'est-à-dire qu'on considère que l'innovation est achevée, elle est en phase de commercialisation, et c'est souvent à ce moment-là, dans la précipitation d'ailleurs, notamment dans les PME, qu'on se pose la question de comment je vais protéger. Si on a déjà divulgué même sur des démonstrations commerciales, on a perdu la nouveauté. On a perdu la nouveauté. On est en incapacité d'obtenir un brevet, ou en tout cas on a un risque significatif que ce brevet puisse être annulé, voire même, j'ai déjà eu le cas sur un client, où c'est l'INPI qui avait vu que mon client avait fait une démonstration lors d'un salon professionnel, qui ne rentrait pas dans les exceptions, et a relevé ça comme une destruction de la nouveauté, donc le brevet terminé, fin de la partie. Donc, si on a bien respecté les phases amont, c'est-à-dire j'ai conservé le secret, je l'ai encadré contractuellement avec l'intégralité des personnes qui ont accès à l'innovation, donc les producteurs internes, les salariés, les mandataires sociaux, je vous rappelle qu'ils n'ont pas de lien de subordination, et donc ils doivent aussi avoir une clause de confidentialité, les fournisseurs et les clients potentiels, qu'on mène une étude sur la brevetabilité, on pourrait être éligible dans ces cas-là au brevet, ce qui n'empêche pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de le combiner avec d'autres modes de protection. L'innovation, elle pourrait être qu'en partie brevetable, et le reste pourrait être couvert, par exemple, par le secret des affaires. C'est le cas typiquement sur les algorithmes, sur les ensembles informatiques complexes. On peut d'une certaine manière les breveter, mais le reste du code, on va le protéger par du droit d'auteur, par exemple. On peut ensuite donc avoir une stratégie de protection de sa marque, son dessin et modèle.
La question, c'est sur quel marché on est et quelles sont les capacités contributives de l'entreprise. Quand on est dans une phase de création d'entreprise, si je prends ce cas-là, et c'est la question récurrente dans les startups, il n'y a souvent pas les fonds suffisants pour avoir une protection par brevet, puisqu'elle est faite par pays, avec un certain nombre d'extensions. C'est extrêmement long, c'est assez coûteux, il y a des frais de traduction qui sont très lourds, et le brevet, plus le temps passe, plus c'est douloureux sur le plan financier, puisque les annuités augmentent au gré de la durée de vie du brevet. Et puis derrière, ce n'est pas parce que vous avez un beau titre de propriété industrielle qu'il faut être en capacité de le protéger. Un contentieux aux États-Unis ou en Asie, par exemple, sur ces aspects-là, d'abord, d'une manière générale, le contentieux de brevet, c'est extrêmement technique. Vous avez au moins un avocat, un conseiller en propriété industrielle. Vous avez éventuellement des techniciens spécialisés. Ce sont des contentieux qui sont parmi les plus longs. Donc, il faut avoir les reins extrêmement solides. A contrario, quand on est une jeune entreprise, sauf à être dans des secteurs très particuliers, tels que la chimie ou l'industrie robotique, etc., où là, il y a un véritable besoin de brevets et donc de paramétrer les fonds propres de l'entreprise en conséquence. Il y a souvent des levées de fonds qui s'opèrent pour juste le périmètre de protection. Sinon, la meilleure protection, c'est souvent la vélocité, et la vélocité commerciale. C'est-à-dire d'être capable, si on prend sur des activités purement digitales, il vaut sans doute mieux, quand on n'a pas beaucoup de fonds propres, déployer très vite, faire naître des usages, avoir de la clientèle très très vite, d'être finalement leader sur son secteur, ce qui fait que, en fait, la protection, elle est davantage commerciale que juridique. Les aspects juridiques vont être des garde-fous. On va protéger vraiment une marque, on va faire un dépôt, si c'est du logiciel, sur du droit d'auteur, mais on va privilégier dans ces cas-là des aspects plutôt business plus que des aspects légaux. Donc le choix, il est, est-ce que j'ai été un bon élève dans la conception et la réalisation de mon innovation en verrouillant, et ce n'est pas finalement très difficile, par du secret, des accords contractuels correctement rédigés, et dans ces cas-là, j'ai un champ des possibles. Ça, c'est la condition numéro 1. Condition numéro 2 sur le brevet, est-ce que je suis pas antériorisé en tout ou en partie par rapport à l'état de l'art, donc l'état de la technique? Et ensuite, sur quel marché quels sont les fonds propres de la société et sur quel marché je veux opérer? Et est-ce que ça a un véritable intérêt de mobiliser des fonds sur une protection industrielle très forte versus une protection que j'ai appelée commerciale qui permet de déployer? Et malgré tout, le droit d'auteur permet assurément une forme de protection qui est plus que recevable. Donc, il y a, pour se résumer, des aspects de processus à avoir suivi, des aspects juridiques, et puis ensuite une stratégie financière qui dépend de l'entreprise et de son marché. Alors, on en vient à la dernière question. Si mon invention est divulguée avant son dépôt, par exemple, sur quel fondement juridique agir? Je vous laisse la parole et vous allez peut-être nous parler un petit peu plus du secret des affaires, qui est peut-être aussi une nouvelle arme qui peut être utile lorsqu'on ne peut pas déposer un brevet. Absolument. Donc là, en fait, ça dépend à quel moment on se place. Là, donc, on est avant le dépôt, donc on n'a pas de brevet encore de déposer. Normalement, si vous avez été bon élève, vous avez des accords de confidentialité dans tous les sens, avec toutes les personnes, hein, puisqu'il faut distinguer deux camps, c'est-à-dire les personnes auxquelles on a naturellement, dans le cadre d'une relation contractuelle, donné accès à l'innovation, de ceux qui l'ont détourné. Ceux qui ont naturellement accès à l'information, à l'innovation, eh bien, il y a un lien contractuel. C'est ce lien contractuel qu'on va mettre en œuvre. On n'a pas encore de brevet de déposé, on a peut-être du droit d'auteur, on a sans doute du secret des affaires, on n'a pas forcément de marque, elle n'aura pas été déposée, on n'a pas de dessin et modèle. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste la faute contractuelle, et puis on va actionner sur ce terrain. La difficulté, c'est la nature de la faute en réalité. Si c'est une divulgation qui a détruit de manière certaine, parce que c'est assez difficile à démontrer, la nouveauté, c'est-à-dire l'incapacité à obtention de brevet, quel est votre préjudice? Votre préjudice direct, c'est j'ai pas pu avoir de protection par brevet. Mais est-ce que ça vous assure une indemnisation des potentiels succès commerciaux? La réponse est négative, c'est une perte de chance. Et la perte de chance, c'est relativement mal indemnisé. Donc, ça, c'est le premier camp. Le deuxième, c'est ceux qui ont dérobé, on va dire, l'innovation. Là, on peut imaginer un recours pénal en fonction de la façon, s'il y a par exemple une intrusion informatique, c'est les moyens d'obtention, et c'est un cas d'ouverture sur le plan pénal. On va se retrouver en indemnisation à peu près dans les mêmes situations. Le cas, on va dire, classique que l'on voit, c'est la divulgation malencontreuse, c'est-à-dire on n'a pas fait attention, il y a tel partenaire à qui il n'y a pas d'accord de confidentialité qui a été signé, on lui a divulgué, et il y a des risques de fuite. Ça, on va le couvrir avec, en urgence, un accord de confidentialité, on va lui appliquer de la rétroactivité,
Et ensuite, on va prier pour que tout se passe bien. En tout état de cause, vous l'avez souligné, Pauline, le secret des affaires et la concurrence déloyale sont les deux, je dirais, les deux atouts que vous avez, les deux jokers, c'est-à-dire en l'absence d'autres protections, on pourra toujours les mettre en œuvre et le secret des affaires peut être poursuivi sur le plan pénal. Voilà. Mais globalement, alors ce sont des sujets que j'ai assez rarement rencontrés en cabinet et en tout cas jamais à actionner en responsabilité, parce que quand on fait le ratio entre le coût, la procédure et l'espérance de gain, ma foi, il vaut mieux trouver un terrain d'entente amiable plutôt que d'engager une procédure judiciaire. Voilà. D'accord. Donc ça sera la conclusion, il vaut mieux en effet se prémunir plutôt qu'avoir à agir par la suite, parce que c'est un peu compliqué d'obtenir gain de cause une fois que le mal est fait. Alors, on va prendre un petit temps pour répondre à vos questions. Comme on l'avait dit au début, il y a déjà quelques questions qui ont été posées. Jean-Pierre qui nous demandait, avant la protection, quid de la déclaration d'invention? Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire, si vous savez de quoi il s'agit et si vous pouvez... Alors, pas précisément, qu'est-ce que vous entendiez par la déclaration d'invention? Est-ce que vous pouvez préciser peut-être votre question, Jean-Pierre? En attendant, Hélène qui nous demande comment est rémunérée une invention réalisée par un salarié. Alors là, vous avez un cadre, un socle qui existe dans le code de la propriété intellectuelle. Vous avez d'abord deux types d'inventions. Vous avez les inventions dites de mission et les inventions hors mission. C'est-à-dire, est-ce que c'est rattachable à la mission du salarié? Si je donne un exemple extrême. Si vous avez la standardiste d'une société qui a participé de manière induite à la recherche et développement dans l'entreprise, ce n'est pas sa fonction native. Et donc, on va considérer que c'est plutôt hors mission. Il y a une procédure qui permet néanmoins, lorsque c'est hors mission, une obligation du salarié de notifier à son employeur le fait qu'il va être dépositaire d'un brevet, et l'entreprise a une possibilité d'en revendiquer la propriété. Donc ça c'est le socle commun que vous avez dans le code de la propriété intellectuelle sans rien faire. Ensuite, en revanche, le code ne gère pas les aspects de rémunération. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, il prévoit le principe de la rémunération du salarié, c'est-à-dire qu'il y a une rémunération complémentaire de son salaire, mais il n'en fixe pas le montant. Il y a ensuite un certain nombre de commissions paritaires qui peuvent exister pour les litiges entre employeurs et employés sur le sujet, mais dans la fixation, vous n'avez pas de cadre légal. Donc après, comme pour répondre plus précisément à la question, comment ça se rémunère? Ça se rémunère par généralement soit une somme forfaitaire, c'est ce que préfèrent les employeurs, et les employés préfèrent un pourcentage sur le fruit de l'exploitation de l'invention. On retrouve les mécanismes assez proches du droit d'auteur sur ce point. Alors Jean-Pierre a précisé sa question. Donc sa question au départ portait sur la déclaration d'invention. Et donc c'est lorsqu'un salarié ou un agent public doit en informer son employeur. D'accord. Alors là, on est dans en fait, on retombe, pour ça je voulais être sûr de la question, on retombe sur à peu près les mêmes mécanismes que ceux que je viens d'indiquer au titre du Code de la propriété intellectuelle et l'appropriation au bénéfice de l'employeur. C'est-à-dire les entités de droit public sont soumises au même régime. Il y a un principe d'appropriation. Dans mon souvenir, il est un peu plus extensif pour les personnes de droit public. Il me semble également, oui. Alors, on avait une question d'Eva. Le droit personnel d'exploitation antérieure permet-il de commercialiser son invention? On y a un petit peu répondu tout à l'heure. Vous aviez dit, il me semble que ça empêche évidemment le dépôt, mais on peut commercialiser pour son propre compte. C'est un usage pour son propre compte. On ne peut pas accorder de licence, il me semble. Non, on ne peut pas accorder de licence, il n'est pas mis à disposition de tiers. L'idée, c'est qu'il y a quand même un principe de monopole d'exploitation qui est lié au brevet. Donc, si on permettait une exploitation commerciale, finalement, on viendrait faire perdre, voilà, on contournerait le principe de monopole du brevet. Donc, ça permet, alors c'est un peu rude, hein, mais effectivement, si une innovation elle est dédiée pour être mise à disposition de tiers, on en perd un bénéfice, oui, effectif. Et il me semble qu'en droit français, de toute façon, la nouveauté est divulguée. Enfin, dès que la nouveauté est consommée, voilà, on est bloqué. Absolument. Contrairement au droit, je crois, américain, où il existe des exceptions un peu plus larges. Je crois que c'est ce qu'on appelle le délai de grâce, il me semble, où là, on peut divulguer son invention avant son dépôt sans que ça la... Donc, on retrouve aussi dans le code de la propriété intellectuelle, vous savez, c'est le 6 mois avant dépôt. Effectivement, d'accord, mais c'est vrai que c'est plus strict quand même en France.
Une question de Ronan. Dans le cadre du droit des dessins et modèles, j'imagine, peut-on protéger un visuel qui n'est pas fixe? Alors, j'ai perdu la question. Un visuel qui n'est pas fixe dans le sens où, avec des traitements informatiques, l'élément visuel final est différent selon les données d'entrée. Ah, si je comprends la question, c'est qu'en fait, c'est du contenu qui est paramétrable, en fait, qui est polymorphe. Oui, après, ce serait la forme du dépôt. Là, je n'ai pas la réponse comme ça sous la main. Il faut figer le dépôt. Dans l'idéal, normalement, un juriste, il va vous dire on va faire une sorte de kaléidoscope des différentes variables et qu'on va mettre de manière intégrale dans le dépôt. En tout cas, si c'est possible. Ou alors, on va protéger uniquement le skin, le cadre, pardon, qui va se retrouver de manière constante dans le résultat, quelles que soient les couleurs qui sont utilisées. Voilà, là, on situe donc, oui, dans l'absolu, on peut le faire. Simplement, vous voyez une chose, c'est que le dessin et modèle, il a vocation à être figé et opposable au tiers. Donc, il y a un périmètre de dépôt. Et votre question, en fait, elle est plus sur la stratégie de dépôt. Voilà. Et dans ce cadre-là, alors, pour le coup, la distinction entre droit d'auteur et dessin et modèle, je pense qu'il y a un intérêt à avoir le cumul des deux protections. Voilà. Très clairement. Alors, on a ensuite une question sur les accords de confidentialité dont vous avez parlé. Marie-Laure nous dit qu'on a souvent des NDA qui précisent que toutes les infos échangées seront confidentielles. Le but étant de ne pas avoir à marquer... Alors, attendez, j'ai perdu la question. Confidentiel sur les documents échangés. Voilà. Oui, je comprends l'impératif opérationnel. Après, c'est la subtilité dans le rédactionnel. En fait, dans la confidentialité, vous avez un principe global de la confidentialité des échanges. Prenons par exemple des discussions entre les futurs partenaires. Vous avez une innovation, elle n'est pas encore forcément protégée par brevet, elle l'est potentiellement. Vous avez un accord de confidentialité à souscrire avec un fabricant. Vous allez lui demander de faire des prototypes. On voit là, il est beaucoup plus facile de couvrir la notion de confidentialité par l'objet et par la finalité, et par le fait que tous les échanges commerciaux auront un caractère confidentiel. Mon observation, elle tenait plus dans la vraie vie, où souvent on est au stade des pré-discussions alors qu'on est au prototypage. C'est-à-dire que vous avez une entreprise industrielle qui rencontre une autre, ils ont des besoins qui sont a priori compatibles, et en fait ils veulent échanger sur le projet qui va avoir un impact sur l'innovation future, c'est-à-dire dans l'orientation en réalité de l'innovation. Là, on a cette tendance farouche à avoir ces définitions standards, et c'est plus précisément sur ces aspects-là que le NDA va trouver à ne pas s'appliquer derrière devant les tribunaux en cas de divulgation. Voilà. Mais donc mon observation de manière générale, c'est ne vous appuyez pas sur des documents standards et il faut les personnaliser. Ensuite, une question de Grégoire qui nous parle du dépôt en ligne qui n'est possible que jusqu'à 2 gigas. Donc là, je pense que Grégoire, vous faites référence au dépôt APP. Donc, je vais répondre à la question. Donc, on a en effet une limite de 2 gigas lorsqu'on fait un dépôt en ligne auprès de l'APP. Et votre question, donc même compressé, le code source peut approcher rapidement les 2 gigas. L'APP projette-t-elle d'augmenter la taille des dépôts en ligne? Accessoirement, la question de la durabilité des supports physiques est problématique. Alors, donc juste pour parler du dépôt APP, en effet, lorsque vous faites un dépôt en ligne, c'est-à-dire via notre plateforme de dépôt sur Internet, vous avez une limite technique en fait, qui est de 2 gigas. Si vous voulez déposer plus, il faut faire ce qu'on appelle un dépôt physique. Donc, vous nous envoyez vos supports de type DVD ou clé USB par la poste. Là, vous n'avez aucune limite de taille. Vous pouvez déposer même des disques durs sans difficulté. Et là, on se trouve donc, avec des supports physiques qui peuvent en effet s'altérer avec le temps. Bon, il faut quand même plusieurs années pour qu'un support physique soit altéré, surtout que lorsqu'on est dans des cas de dépôt de logiciels, par exemple, ou de création numérique de ce type, elles évoluent. On conseille à nos adhérents de faire des dépôts de mise à jour, c'est-à-dire de redéposer à chaque fois que la création a évolué de façon significative, ce qui permet de remédier aussi au problème de l'altération éventuelle des supports physiques. À ma connaissance, il existe aussi des DVD qui permettent des conservations très longues, alors c'est beaucoup plus coûteux, mais ça va être aussi une stratégie. Et on a quand même des conditions de conservation qui sont optimales. On essaie en tout cas de faire en sorte que les supports soient conservés dans les meilleures conditions possibles. On conserve plusieurs exemplaires parfois pour tout ce qui est entiercement.
Voilà. Donc, et en ce qui concerne le dépôt en ligne, on a malheureusement cette contrainte de 2 gigas pardon, qui est technique et pour laquelle on ne peut pas vraiment augmenter les volumes, en tout cas pour l'instant. Alors, la question... complémentaire d'Hélène. Oui, c'était sur les inventions de salariés, comment prévoir une somme forfaitaire alors que l'employeur n'a pas d'idée sur l'invention. Oui, en fait, on prévoit le principe d'une rémunération, ensuite la discussion à la lumière de l'invention qui s'opère. On ne prévoit pas en tant que tel dans le contrat de travail. On peut, sur certains cas, je ne l'ai jamais vu où c'était prévu par avance, c'est un peu plus vrai lorsque le salarié est également actionnaire. Pour faire un système d'incentive. Mais donc, c'est un principe de rémunération, ensuite, il est discuté avec le salarié. Une question de Cindy. Malgré le principe du premier arrivé, premier servi, qui s'applique pour les brevets, est-ce qu'un dépôt probatoire peut permettre de prouver qu'une invention n'est pas nouvelle ou uniquement de prouver un droit de possession personnelle antérieure? Alors, c'est une très bonne question, mais la réponse, elle est un peu plus compliquée. Je serais obligé de manière très très manichéenne d'opposer droit d'auteur et brevet. Si vous avez un dépôt de logiciel, restons dans l'univers du logiciel, si vous faites un dépôt de logiciel à l'APP, il est une preuve pas parfaite, mais pas loin, d'opposabilité à un brevet futur qui viendrait sur le secteur. C'est-à-dire que vous avez une date certaine par rapport à un contenu. La seule condition qui reste et qui est hors APP, c'est que vous l'ayez divulgué à des tiers, donc vous l'ayez exploité. Sur la base du dépôt APP, vous êtes en capacité de faire 2 choses. Sur les brevets postérieurs, vous êtes capable d'opposer le fait que la nouveauté a été détruite. Il faudrait juste à rapporter la preuve de l'exploitation. Donc c'est quand même une arme très intéressante. Et sur les brevets qui vont être antérieurs de votre dépôt APP, effectivement, ça peut dans une certaine mesure démontrer le droit de possession antérieur. Donc la capacité à continuer à exploiter pour soi face à un brevet qui vous antériorisera. Donc oui, de toute façon, la matérialisation probatoire, elle est indispensable dans un certain nombre d'hypothèses, et celle-ci est très éclairante. Et je précise que lorsque vous faites un dépôt de brevet, vous divulguez, enfin vous rendez public en fait votre invention. Vous avez raison. Quand vous faites un dépôt probatoire, c'est toujours conservé secret. Il n'y a pas de liste des dépôts probatoires enregistrés à l'APP ou ailleurs. Le dépôt probatoire conserve aussi en tant que tel et en lui-même le secret sur ce qui est déposé. C'est pas du tout rendu public. Il n'y a pas de base de données des dépôts probatoires qui existent. Et d'ailleurs, juste avant, on avait une question de Laurent. Quand utiliser une enveloppe solo? Là aussi, je me permets de répondre. L'enveloppe solo, c'est aussi du dépôt probatoire, en fait. C'est un mode de dépôt probatoire qui est proposé par l'INPI. Les effets sont les mêmes qu'un dépôt APP. Ça permet de dater et de figer une création. La seule différence, c'est notamment le volume. On parlait juste avant du volume des dépôts APP qui est de 2 gigas pour les dépôts en ligne. L'enveloppe solo, il existe le e-solo. Alors, je crois que c'est beaucoup plus réduit. Le volume de données que vous pouvez déposer, c'est vraiment beaucoup plus réduit. J'ai plus les chiffres en tête, mais quelques mégas, voilà. Et si vous faites de l'enveloppe solo physique, ça doit être 6 ou 7 feuilles de papier maximum. Voilà, donc là, en fait, c'est une contrainte de taille qui va vous faire choisir l'enveloppe solo ou plutôt le dépôt APP, par exemple. Mais encore une fois, les effets juridiques sont les mêmes. Audrey, bonjour. Dans le cadre de la création d'un logiciel, le fait d'évoquer et remettre noir sur blanc à des prospects partenaires potentiels un écrit présentant uniquement les avantages, la valeur ajoutée du produit, sans rentrer dans les détails des aspects techniques et fonctionnalités, avec un accord de confidentialité succinct, constitue-t-il une perte de nouveauté? Alors, là, la réponse, elle est compliquée et subtile, donc j'essaie de la vulgariser. D'abord, le brevet de logiciel en tant que tel, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce qu'on protège par brevet, c'est un procédé qui est mis en œuvre par un programme d'ordinateur. La réalité, c'est celle-ci sur le plan légal. Donc, ce qui va dit autrement et de manière moins technocratique, on va protéger des fonctionnalités et la façon dont les fonctionnalités sont opérées sur du logiciel. Donc, le fait de décrire le résultat tangible sans donc la fonctionnalité, donc ses avantages et inconvénients, sans décrire comment le processus est mis en œuvre, à supposer qu'il soit brevetable, ce qui n'est pas toujours évident, c'est pas une destruction en tant que telle de la nouveauté. Ça vaut mieux en risque. Et de toute façon, à partir du moment où vous êtes encore au stade exploratoire de la protection, vous avez intérêt à, quoi qu'il advienne, à avoir un accord de confidentialité, puisque, prenons l'hypothèse dite tout à l'heure, imaginons que ce ne soit pas brevetable,
vous pourrez toujours avoir le secret des affaires. Or là, vous l'aurez au moins en partie divulgué. Je ne sais pas si ça répond clairement à la question. Alors, on va continuer avec Maxime qui nous dit: est-il possible d'utiliser un visuel, par exemple un logo, si celui-ci a été déposé mais n'a pas été renouvelé? Donc là, je pense que vous faites référence à un dépôt de marque et que celui-ci a été créé par une entreprise, personne morale. Alors, je vais essayer de reconstituer la question. Donc, la société A, elle a déposé la marque A, elle ne l'a pas renouvelée, mais elle continue à exploiter. J'espère que c'est le sens de la question. Et dans ces cas-là, elle perd son droit de marque. Pour autant, elle ne perd pas totalement son droit à un signe distinctif. L'analyse légale qu'on peut en faire, c'est de la période pendant les 10 ans, il y a une couverture de protection par la marque. Si elle a continué à exploiter de manière continue au-delà, de manière continue, hein, j'insiste, dans ces cas-là, on va considérer qu'elle va avoir un nom commercial, que ce soit sur un produit ou sur un service. Si en revanche, elle ne l'a pas exploité, elle reprend l'exploitation au bout de quelques temps, elle peut avoir aussi un nom commercial, simplement. Les droits ne sont à nouveau acquis qu'à partir du moment où elle recommence l'exploitation. Alors, Christophe, est-ce que des enregistrements faits par une société auprès de l'APP ou de l'INPI d'une marque peuvent être transférés ensuite à une autre société pour l'exploitation avec la même force de protection juridique? Alors, je vais peut-être répondre. Allez-y. Donc, s'il s'agit d'une marque, le dépôt se fera auprès de l'INPI. Je précise qu'auprès de l'APP, vous ne pouvez pas déposer une marque. Enfin, vous pouvez, si vous voulez, dater, mais vous n'aurez pas un droit de propriété intellectuelle sur une marque auprès de l'APP. Ça, c'est la première chose. Mais oui, que vous fassiez un dépôt probatoire d'une création numérique auprès de l'APP ou un dépôt de marque ou de brevet auprès de l'INPI, vous êtes en présence d'un objet juridique, enfin, d'un droit juridique, vous pouvez le transférer. Vous pouvez transférer une marque, vous pouvez céder une marque, vous pouvez aussi céder un logiciel et faire enregistrer ce transfert auprès de l'APP. Et à chaque fois, vous conserverez l'antériorité de votre dépôt initial. Donc oui, vous pouvez toujours céder un droit sur un logiciel ou sur une marque ou sur un brevet sans en perdre l'historique et l'antériorité. Sur les marques, on peut faire une digression parce que ça rebondit avec la question d'avant. C'est pas parce que la marque est enregistrée qu'elle est forcément juridiquement valable. C'est-à-dire que l'INPI a pu l'enregistrer et en fait elle est critiquable parce qu'elle n'est pas distinctive. Ou par ailleurs, vous avez une obligation d'exploitation continue. À défaut de le faire pendant une durée de 5 ans, les tiers, n'importe qui, peut demander l'annulation de la marque pour défaut d'exploitation. Donc une marque qui traînerait dans un coin et qui ne serait pas exploitée, elle est toujours à risque qu'elle soit actionnée en nullité, ça s'appelle la déchéance, sauf effectivement si on la cède à un tiers, on peut faire repartir une durée de protection, par l'exploitation de la marque, on fait repartir une durée de protection qui vous couvre. Bon, je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. On va mettre un terme à ce webinaire. Notre prochain rendez-vous, ça sera le 21 novembre et on parlera de l'entiercement, donc un sujet totalement différent de celui abordé aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'APP ou via la plateforme Webikeo. D'ici là, on vous remercie tous pour votre participation et votre attention. Je vous remercie encore, Maître Fabre, pour vos éclairages et on vous dit à très bientôt. Au revoir à tous.